Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous présente Steph Yimbi, qui est le directeur Bonsoir. international du cabinet Mon Bon Patrimoine. Moi, je suis Patrick Fontan, vous m'avez déjà peut-être vu lors de précédents webinaires. Je gère le cabinet depuis une douzaine d'années. On va commencer tout de suite parce que j'ai vu qu'il y avait de nombreuses personnes qui s'étaient déjà connectées. Ceux qui sont un petit peu en retard nous rejoindront. L'objet du webinaire ce soir, c'est de vous présenter le private equity, qui est un placement dont on parle beaucoup, qui est assez à la mode. On va essayer de le vulgariser autant que faire se peut, de vous exposer pourquoi ce type de placement rencontre beaucoup de succès aujourd'hui. On vous détaillera aussi toute la fiscalité, les frais qui sont attachés au private equity pour que vous compreniez mieux ce type de placement. Dans une troisième partie, on vous présentera la sélection des produits qui sont aujourd'hui disponibles et qui évoluent en permanence. Et dans une dernière partie, on vous rappellera, pour ceux qui ont déjà assisté à nos webinaires, on vous présentera notre cabinet qui est spécialisé depuis une quinzaine d'années sur les Français de l'étranger. Euh, dans une première partie, on s'est dit qu'on allait vous présenter de manière plus précise ce qu'on entend par private equity. Private equity, c'est la traduction anglaise de ce qu'on appelle en France le capital investissement. Prosaïquement, le private equity, ça a pour objet d'investir en capital dans des sociétés non cotées. Ce qui est important, c'est le non coté. Les entreprises qui font l'objet du private equity ne sont pas sur des bourses financières, ne sont pas sur des marchés financiers. Alors après, on va faire un peu de sémantique. On utilise indifféremment ce terme de private equity dans la presse financière notamment ou entre nous pour désigner plusieurs choses. En fait, on peut dire je fais du private equity en parlant du fonds, donc du véhicule d'investissement dans lequel on a placé son épargne. On peut aussi dire que le private equity, ce sont les apports de capitaux qu'on a fait dans ces fonds. On vise aussi par private equity l'écosystème qui permet à des entreprises d'avoir accès à des entreprises non cotées, évidemment, d'avoir accès à des capitaux sans recourir au marché organisé ou au système bancaire. Et de manière plus générale, le private equity, c'est le non coté. Mais on verra que dans le non coté, qui est recouvert par le terme de private equity, on verra qu'il n'y a pas toujours du capital investissement, mais il peut y avoir aussi, par exemple, de la dette privée ou des infrastructures. On en reparlera tout à l'heure. Donc, le fonctionnement général d'un fonds de private equity, nonobstant le fait que c'est du non-coté, ça va regrouper trois types d'acteurs. Les premiers types d'acteurs, ce sont les investisseurs privés. Dans le jargon du private equity, il y a beaucoup d'anglicismes. On appelle ça des limited partners. C'est les investisseurs qui apportent l'argent sans s'impliquer opérationnellement dans le fonds. Ça peut être vous, hein, si vous souhaitez investir dans un fonds de private equity. Donc, vous apportez vos capitaux à un fonds et ce fonds, lui, il est géré par une société qui est spécialisée sur le private equity. Et la société spécialisée sur le private equity, on l'appelle GP comme General Partners. Cela, évidemment, le General Partner, il joue un rôle décisif dans la réussite de votre épargne qui est investie sous forme de private equity, puisque c'est lui qui va aller choisir les sociétés non cotées dans lesquelles il investit et qui va essayer de les valoriser sur une période déterminée. Et pour arriver à maximiser la réussite de l'investissement, la société de gestion, le general partner, il va travailler la main dans la main avec le management des sociétés qu'il a achetées de façon à en tirer la quintessence. Et donc, une fois que la société de gestion est arrivée à l'objectif qu'elle s'était déterminé, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, des fois un petit peu plus, elle va revendre la participation et elle va rendre l'argent qu'elle a récupéré du process de vente aux investisseurs
privé LP dont on a parlé tout à l'heure. Voilà un petit peu le schéma d'ensemble, hein, trois acteurs, l'investisseur privé qui apporte les capitaux, la société de gestion qui apporte son savoir-faire et le management des sociétés mais l'opérationnel dans le process d'investissement. On voulait vous parler de deux choses aussi. Souvent, quand on parle de private equity, on mélange deux types de mesures de la performance. N'oubliez pas que le private equity, c'est un type d'épargne où vous ne récupérez aucun dividende, aucun coupon pendant la période d'investissement. Ce sont des placements de capitalisation. Donc, vous placez votre argent, vous le confiez à la société de gestion dont on a parlé tout à l'heure, elle va le garder entre 5 et 10 ans, on verra tout à l'heure, et au terme de cette période, elle vous le rendra capitalisé avec tous les gains qu'elle a réalisés. Et donc, pour mesurer la performance, on utilise concomitamment, et souvent les sociétés de gestion les utilisent quand ça les arrange, deux types de notions. La première, qui est la plus pure, qui est le taux de rentabilité interne de l'investissement. Donc, le taux de rentabilité interne, bien, on regarde l'argent que vous avez investi dans un fonds, la date à laquelle vous l'avez investi, et il peut y avoir des appels de fonds pluriannuel. Donc, on va tenir compte du fait que l'appel de fonds n'a pas été réalisé en une seule fois, mais étalé sur plusieurs années. Et puis ensuite, on va faire la même chose pour les encaissements. Quand le fonds vous retourne l'argent, on va regarder la date à laquelle il retourne les fonds, le montant des fonds qui sont retournés, puis on va calculer le vrai rendement de l'épargne que vous avez investie. Donc, ça veut dire que quand on va parler tout à l'heure de fonds dont le taux de rendement interne est de 15, 20 ou 25%, ça veut dire que la différence entre l'argent que vous allez investir en tenant compte des dates auxquelles vous avez investi et l'argent qui vous a été retourné, il vous a rapporté tous les ans 15 à 20% ou 25%. C'est beaucoup, mais on verra aussi que c'est la contrepartie de l'immobilisation des fonds et puis d'une certaine prise de risque puisque vous acceptez pendant 7 ou 8 ans de faire confiance à une société de gestion. La deuxième manière de mesurer la performance d'un investissement en private equity, c'est le multiple. Donc multiple, c'est simple à comprendre. Si j'investis dans une société 100 et que je la revends 200, j'ai fait un multiple de 2. Évidemment, on voit bien qu'en termes de taux de rentabilité interne, c'est pas du tout la même chose, parce que si vous avez revendu la société 200 au bout de 2 ans, vous avez fait une très belle performance en termes de taux de rentabilité interne. Si vous l'avez vendu au bout de 10 ans en faisant un multiple de 2, votre rentabilité, elle n'est pas exceptionnelle. Voilà, mais souvent, quand on parle de private equity, on mélange ces deux notions. La plus pure, c'est le TRI, mais ça peut être intéressant quand même de savoir qu'une société a fait un multiple de 2 ou 3 sur une vente si la période pendant laquelle elle a porté la société était assez courte. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension du private equity, on va essayer de déterminer quels sont ses principaux atouts. Pourquoi on investit aujourd'hui dans le private equity? Alors c'est une vieille histoire, hein, parce que le private equity c'est né il y a une cinquantaine d'années, et auparavant c'était surtout les universités américaines qui ont commencé à investir là-dedans avec les fonds de pension qui préparaient les retraites des Américains. Ce sont eux qui sont à l'origine du private equity, hein. Et notamment avec des sociétés comme KKR qu'on retrouvait dans le film Wall Street, qui je crois date de 1988. Donc vous voyez, c'est pas récent. Et donc pourquoi le private equity a autant de succès aujourd'hui, 50 ans après sa naissance? Parce qu'on s'aperçoit historiquement qu'on peut espérer un meilleur rendement avec le private equity qu'avec les autres classes d'actifs. Donc on vous déroulera tout à l'heure quelques chiffres qui vous permettront de mieux comprendre ce surcroît de rentabilité, mais on peut expliquer ce meilleur rendement par le fait que on va avoir une société de gestion qui a le temps qui est nécessaire pour que son projet d'investissement y réussisse. Cette société, elle n'est pas soumise
aux aléas des marchés financiers où tous les 3 mois, il faut publier ses comptes. Si vous publiez des comptes qui ne sont pas conformes à vos prévisions, vous êtes durement sanctionné et le coût de votre capital augmente. Donc ça, c'est assez déstabilisant pour le management des entreprises. Et donc, on explique une partie de ce surcroît de rendement par le fait que vous avez une prime d'illiquidité. Vous avez donné le temps à la société de gestion de faire fructifier votre argent. Vous vous êtes privé de la possibilité de récupérer cet argent pendant la période où vous êtes investi. Ça mérite de gagner plus. Ça, c'est le premier atout du private equity. Le deuxième atout, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que les intérêts de toutes les personnes qui participent à cet acte d'épargne et d'investissement, elles ont des intérêts qui sont complètement alignés. La société de gestion, elle est très intéressée à la réussite de votre épargne parce qu'elle touche certes des frais de gestion annuels, mais elle touche surtout une rémunération qui est finalement beaucoup plus intéressante pour elle, qui s'appelle le carried interest. Le carried interest, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fonds, les managers du fonds, les managers de la société de gestion vont investir dans le fonds une partie de leur épargne et ils vont récupérer sur cet apport qu'ils ont fait dans le fonds une surrémunération s'ils dépassent un objectif qui a été fixé à l'origine. Donc, vous voyez, par exemple, vous pouvez investir dans un fonds dont l'objectif de gestion de rendement en rendement annuel, comme on en parlait tout à l'heure, est de 8% par an. Et donc, si la société de gestion arrive à vous rendre plus de 8% par an, elle va être payée prioritairement avec du carré interest. Et ce carré interest, si la société, il représente 20% de la plus-value, et ça peut représenter, si le fonds a réalisé un rendement de 25 ou 30%, ça représente des sommes considérables et qui motivent beaucoup les sociétés de gestion. Et dites-vous bien que si les jeunes les plus brillants des sociétés qui sortent des écoles de commerce aujourd'hui veulent faire du private equity, c'est parce qu'ils sont attirés par ces gains exceptionnels. Et que si gain exceptionnel il y a, ça veut dire que l'investisseur qui a mis son épargne dans le fonds, il a beaucoup gagné aussi. Donc, quelque part, tout le monde est, enfin, la société de gestion et les investisseurs, ils sont motivés par la réussite de cette opération d'épargne. Donc, l'investisseur, on en a parlé tout à l'heure, lui, il va bénéficier de la prime de liquidité, d'illiquidité, pardon, et il est rassuré aussi par le fait que la société de gestion et le management, ils sont intéressés à la réussite et qu'ils seront en contrepartie pénalisés si les objectifs ne sont pas atteints. Donc, on n'a pas parlé trop des dirigeants, mais ils sont à la même enseigne que les sociétés de gestion. Donc, généralement, dans une opération de private equity, il y a ce qu'on appelle des management packages qui sont définis en coordination avec les dirigeants. Donc, c'est pas les management packages, c'est pas pour être gentil avec les dirigeants, c'est pour leur fixer des objectifs de réussite très élevés, enfin élevés. Et ces objectifs, ils permettront à ces dirigeants de récupérer eux aussi une surrémunération par rapport à l'argent qu'ils ont investi dans l'opération, et une surrémunération qui est souvent encore plus importante que les managers des sociétés de gestion. Mais eux, ils sont vraiment clés dans l'opération d'investissement et ils sont hyper motivés pour réussir. Sachant que les managers des sociétés de gestion, si les dirigeants s'en sortent pas, ils n'hésiteront pas à en changer. Hein. C'est pas un monde où de bisounours. Donc voilà, l'opération, votre épargne, elle est confiée à des professionnels, qui soient dirigeants, qui soient managers des sociétés de gestion, et ces professionnels, ils sont incentivés pour que ça marche. Troisième raison qui explique que le private equity réussisse aujourd'hui, c'est que les sociétés de gestion, ben, elles sont composées de personnes qui sont expérimentées, qui font preuve d'un grand professionnalisme. Comme je l'ai dit aujourd'hui, les jeunes qui sortent des meilleures écoles, ils veulent faire soit banque d'affaires, fusion-acquisition, soit private equity. Donc, ils ont aujourd'hui un vivier de talent, et ça dure quand même depuis un certain nombre d'années, qui leur permet d'avoir des gens qui sont brillants, du personnel qui est brillant, qui est expérimenté. Hein, les meilleurs, les associés, ils ont souvent les 30 voire 40 ans d'ancienneté.
et ben, cette ancienneté, et ce talent et ce professionnalisme, ça permet ben, de vous offrir des rémunérations de l'épargne qui sont souvent plus intéressantes que ce que vous pourrez trouver sur des placements alternatifs. Alors, voilà les différents atouts du private equity. Pourquoi, de manière générique, il est un peu à la mode aujourd'hui. Donc, on va un petit peu plus rentrer dans les détails en vous décrivant les différentes formes que peut prendre le private equity. Alors, il y a un schéma qu'on a repris sur cette slide, qui est le schéma un peu tarte à la crème que vous retrouverez sur Internet si vous tapez private equity, et qui vous permet de voir qu'il n'y a pas un private equity, même quand on parle que d'investissement réduit au capital, mais il y a plusieurs variantes. Et ces variantes, elles dépendent souvent de la maturité de l'entreprise. Quand les entreprises sont en création ou en innovation, donc c'est le début. Donc création, la société elle va chercher des fonds d'amorçage. Amorçage en anglais, ça se dit seed. Et quand elle est plutôt dans la phase d'innovation où elle n'est pas encore où elle n'a pas encore réussi à percer sur les marchés, elle va être plutôt dans une phase venture, innovation, et on a des fonds qui vont se spécialiser dans ces phases préliminaires de création ou d'innovation, qui sont des fonds qu'on appelle dans le jargon de private equity, seed et venture. Donc pour illustrer ces fonds de seed et venture, je vous ai mis la photo de Xavier Niel. Xavier Niel, il a créé un fonds d'investissement qui s'appelle Kima Venture, et Kima Venture, c'est typiquement spécialisé sur ce type d'investissement. Alors l'avantage pour Xavier Niel, évidemment, c'est compte tenu de sa notoriété. Tous les jeunes entrepreneurs les plus brillants veulent avoir Kima Venture au capital, et le seul fait que Xavier Niel investisse au capital d'une société de création récente, ça dope sa valeur, et donc ça facilite pour lui la capacité à récupérer ses fonds. Donc, une fois que la société a passé ce stade d'innovation, qu'elle a trouvé son marché, elle va avoir besoin d'argent pour accélérer sa croissance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du private equity les fonds growth, comme croissance. Hein. Pour illustrer ce qu'est une entreprise en croissance, je vous ai mis Doctolib. Hein. Donc Doctolib, c'est une société qui n'est pas rentable aujourd'hui et qui a besoin d'argent pour continuer à se développer. Il peut y avoir des sociétés rentables et qui ont besoin d'argent pour se développer. Le seul problème pour elles, c'est que la rentabilité qu'elles dégagent, le cash flow qu'elles dégagent au travers de leur activité, il n'est pas suffisant pour couvrir les investissements. Et ils ont donc besoin de faire appel à des capitaux extérieurs. Alors évidemment, le capital dans cette forme de croissance, il arrive en complément du financement bancaire. Le fonds de private equity, il investit toujours au moment où la banque ne veut plus financer. Parce que évidemment, quand vous avez des attentes de rentabilité de 20 ou 25%, l'entrepreneur qui fait appel à ces fonds de private equity, il va déjà taper au maximum les banques avant d'aller voir la société de private equity. Voilà, donc Doctolib, aujourd'hui, une société qui a pas mal de fonds de private equity, dont notamment Euraseo, qu'on évoquera tout à l'heure. Voilà, ça c'est la deuxième phase. Et ensuite, une fois que la société commence à dégager des résultats significatifs, qu'elle a moins besoin de faire appel à des ressources externes pour se développer, puisque sa rentabilité est importante, là, on va se retrouver dans une troisième phase, des sociétés matures qui dégagent du cash flow, qui dégagent de la trésorerie, et on va avoir des fonds de private equity qui vont se spécialiser dans la transmission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont acheter une société seule ou à plusieurs ou avec un partenaire industriel, et ils vont financer l'acquisition avec le maximum de dettes. En espérant que le taux de rentabilité de l'investissement qu'ils réalisent soit nettement supérieur au coût du crédit bancaire. Ça, c'est la philosophie du LBO. Leverage buy out. Leverage, c'est la dette. Hein, donc, on fait une acquisition avec de la dette. Et évidemment,
quand ça marche bien, c'est extraordinaire parce que si vous achetez votre cible avec un levier de crédit de 50 à 60%, ben, ça veut dire que ben, vous allez au minimum multiplier par deux la rentabilité du sous-jacent. C'est intéressant. Évidemment, quand ça se passe mal, vous risquez de tout perdre aussi, parce que c'est le banquier qui va se servir d'abord. Donc, le type d'investissement qui est quand même le plus courant aujourd'hui sur le marché et qui rapporte le plus. Hein. La croissance, ça peut rapporter beaucoup, notamment aux États-Unis où le marché est assez porteur. On a on a des performances qui sont vraiment intéressantes. Je vous ai mis pour illustrer le LBO le film dont on parlait tout à l'heure, la Wall Street, puisque KKR, c'était le spécialiste du LBO. C'est quasiment cette société de gestion qui a vulgarisé et développé le LBO dans la fin des années 80. Voilà, je voulais évoquer une dernière forme d'investissement en capital, en private equity. Je vous ai mis la photo du patron d'Oaktree, qui est un fonds de retournement très célèbre. Hein, c'est celui qui a fait plier l'Argentine. Et donc, c'est ce qu'on appelle le distressed. Donc ça paraît intéressant ce type d'investissement parce qu'on se dit on n'achète pas cher quand ça va mal et puis on va revendre quand on aura redressé l'entreprise et on la revendra très cher. Sur le papier c'est intéressant, en pratique c'est pas si simple. Il y a quasiment plus aucun fonds significatif qui fait de retournement en France. Les seuls fonds qui investissent sur ces segments de marché-là, ce sont des fonds internationaux qu'on a vu notamment dans les opérations emblématiques de Atos ou Orpea ou d'autres, et qui investissent essentiellement en rachetant de la dette à prix des côtés et en négociant la transformation de cette dette en capital. Donc en pratique, vous aurez beaucoup de mal à investir dans le retournement, c'est risqué. Et il n'y a que quelques fonds mondiaux qui arrivent à gagner de l'argent sur cette classe d'actifs-là. Donc, vous voyez, LBO Growth, globalement, c'est ce qu'on va retrouver le plus et ce qui marche le mieux. Le venture, c'est risqué, ça peut gagner beaucoup, mais en moyenne, c'est moyen. Et le distress, c'est réservé à une clientèle d'investisseurs avertis. En pratique, vous n'avez pas, vous, personne physique, accès au distress. Et je dis ça en ayant moi travaillé dans un fonds de retournement pendant 4 ans à la fin des années 2000. Alors, on a parlé des investissements en capital. Je vous ai dit tout à l'heure que le private equity, c'était pas que du capital, parce qu'il y a c'est une classe d'actifs qui est très à la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, on investit aussi en dette privée, donc des cellules non cotées, et il y a des fonds qui se sont développés pour prêter quand les banques voulaient pas prêter pour des raisons souvent réglementaires ou autres. Et donc, ça, c'est la classe d'actifs qui est à la mode. Hein. Donc, les entreprises, plutôt que d'aller voir la banque, plutôt que d'émettre une émission obligataire, elles vont trouver plus souple d'aller voir des fonds spécialisés qui vont leur prêter l'argent dont elles ont besoin. Alors, elles vont payer souvent un peu plus cher. La dette est généralement émise à taux variable et vous allez les retrouver à des spreads. Alors, ça dépend des opérations, mais il faut compter minimum 6 à 7% de plus que le coût de l'argent pour que l'entreprise qui souhaite se financer avec un fonds de dette privée arrive à trouver quelqu'un d'intéressé. Donc, vous voyez que quand, comme aujourd'hui, le coût de l'argent aux États-Unis, par exemple, est à 5% minimum, vous avez un rendement qui est largement supérieur à 10%. Et sur des entreprises qui sont solvables et qui ont théoriquement les moyens de payer la dette qu'elles contractent. Donc ça, c'est une classe d'actifs qui se développe beaucoup, et avec des croupières aux banques qui essayent de préparer la contre-attaque, mais c'est compliqué pour elles. Notamment parce que, vous savez, les règles de ce qu'on appelle solvency dans le jargon bancaire contraignent les banques à mettre des fonds propres quand elles prêtent à des grandes entreprises et que ces fonds propres, il faut les rémunérer et ça les pénalise par rapport à leur rendement affiché sur leurs fonds propres. Et un troisième type d'investissement que je voulais évoquer, c'est l'investissement dans les infrastructures. Donc ça a été imaginé par une société qui s'appelait Macquarie,
je crois que c'était il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ils sont arrivés en Europe un petit peu plus récemment. C'est des investissements à beaucoup plus long terme. Et où là, vous allez trouver des financements d'autoroutes, des financements de tours télécom, de pipeline, enfin, de gazoducs, vous voyez des choses, tout ce qui sert à faire marcher une économie. Donc, l'avantage de ce type d'investissement, c'est que souvent les revenus sont indexés sur l'inflation, hein, c'est prévu par les contrats qu'ont passés les opérateurs. Ça permet d'avoir un bon niveau de diversification parce que vous pouvez avoir à la fois des centrales solaires, des gazoducs, des tours télécoms. Donc, vous n'êtes pas sur les mêmes secteurs de l'économie. Et les fonds investissent soit en dette, soit en capital. Vous avez par exemple un fonds qui s'est introduit en bourse il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Antin Capital, qui est spécialisé sur les infrastructures. Pour mémoire, on va avoir deux autres investissements. Il y a les fonds immobiliers. Les fonds immobiliers, bah, ça achète ça fait des opérations immobilières style promotion ou marchand bien, si vous voulez. On va pas rentrer trop dans les détails parce que en ce moment il y en a pas beaucoup. Ils ont du mal à lever des capitaux compte tenu de la conjoncture. Juste pour que vous compreniez un peu mieux le jargon, si vous le voyez, si vous lisez des articles sur le sujet, on distingue trois types d'investissements immobiliers en fonction du risque sous-jacent. Quand c'est pépère, avec des très beaux immeubles très bien loués et très bien placés, on va être plutôt dans le corps, donc c'est très bien, on est protégé, mais le problème c'est que ça rapporte pas beaucoup. Et puis plus vous prenez du risque, plus vous allez vous orienter vers des immeubles de type core added, et quand c'est encore plus risqué, value added. Donc là, vous avez des possibilités de rémunération bien supérieures, mais vous pouvez perdre plus d'argent. Ça, c'est la règle d'airain de la finance. Bon, dernière forme de private equity, on en reparlera tout à l'heure parce qu'on vous recommandera un ou deux fonds sur le secteur, c'est tout ce qui est marché secondaire. Donc, marché secondaire, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années. Il y a des fonds qui sont spécialisés pour racheter du private equity qui existait déjà. Et donc là, vous allez vous retrouver avec deux types d'investissements possibles. Soit le fonds va racheter à un fonds des participations qu'il avait dans des sociétés et qu'il ne souhaitait pas garder. On va prendre un exemple. Aujourd'hui, enfin, depuis 1 ou 2 ans, le marché pour revendre les entreprises, il est un peu plus compliqué qu'il ne l'était il y a 3 ou 4 ans et qu'il le sera probablement dans 1 ou 2 ans. Donc, on est dans une période où c'est moins facile de vendre des sociétés. Et donc, par contre, les gérants de fonds, ils ont besoin de montrer à leurs investisseurs qu'ils sont capables de faire remonter de l'argent parce que notamment ça va les aider à lancer de nouveaux fonds en s'appuyant sur leurs performances actuelles. Et donc ils ont besoin de donner de la liquidité sans remettre la société forcément sur le marché parce que ça s'y prête pas. Et là ils vont se tourner vers un fonds secondaire qui rachètera cette société et qui lui attendra l'année, les 2 ans ou les 3 ans qu'il faut pour la revendre au meilleur prix. Premier type d'investissement secondaire, c'est intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, le marché il est porteur. Il y a pénurie de deals aujourd'hui. On se dit avec Trump ça va remonter, mais pour l'instant les entreprises, les fonds ont beaucoup d'entreprises qu'elles souhaiteraient vendre mais qu'elles n'ont pas vendues. Et puis il y a aussi les investisseurs, les LP dont on parlait tout à l'heure. Souvent c'est de grandes compagnies d'assurance, des fonds de pension. Si vous voulez, par exemple, c'est des fonds qui peuvent avoir, pour que vous voyez un peu comment ça marche, le secondaire, ces investisseurs-là, ces grandes compagnies d'assurance, elles ont des poches, des enveloppes. Il y a des enveloppes dédiées au private equity et il y a des enveloppes dédiées, par exemple, au marché financier. Et quand les marchés financiers baissent, la part relative du private equity va augmenter parce qu'eux, ils n'ont pas baissé. Et donc, l'assureur va devoir rééquilibrer son portefeuille. Et pour rééquilibrer son portefeuille, sans attendre la fin de vie des fonds dans lesquels il a investi, il va essayer de trouver des investisseurs secondaires. Et donc ça, c'est la deuxième forme du private equity secondaire. Voilà, pour que vous compreniez un peu mieux le marché secondaire, on voulait vous expliquer un petit peu ces deux notions. Alors, je vais laisser, parce que je parle tout seul, je parle beaucoup, et vous attendiez d'entendre la voix de Steph. Ben écoutez, je lui laisse la parole, il va expliquer pourquoi c'est intéressant d'investir dans le private equity. Alors, donc, Patrick a bien introduit le sujet, et alors, pourquoi et comment investir dans le private equity?
Patrick a longuement parlé de la performance. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le fonds de private equity va généralement déployer l'argent qu'elle a collecté auprès d'investisseurs privés comme vous sur une période de 5 ans. D'accord? Donc, elle va lever de l'argent, ensuite va aller faire des acquisitions et donc va avoir une période de 5 ans où elle va investir, acheter des entreprises, etc. Et schématiquement, elle a également environ 5 ans pour commencer à vendre les acquisitions qu'elle a faites et donc redistribuer l'argent auprès des investisseurs privés. C'est ce qu'on explique. Alors, pour faire simple, si vous prenez l'hypothèse d'un fonds qui réalise un multiple de 2, Patrick a expliqué tout à l'heure ce que représentait un multiple quand il a parlé du multiple et du TRI, de la performance des fonds de private equity. Globalement, ce qu'il faut garder, c'est que un fonds, un investisseur ou un fonds qui met 100 au départ et qui perçoit 200 au bout, généralement, donc, elle va avoir 5 ans où elle est investie. Les calculs, quand tout s'est bien passé, normalement, à partir de 7 ans et demi, le fonds est en capacité d'avoir remboursé l'ensemble des capitaux qui ont été engagés. Donc, vous êtes totalement remboursé à partir de la 7e année et à partir de la 8e année, ce que le fonds va reverser, c'est uniquement les plus-values. Voilà un petit peu comment ça marche. Alors est-ce que c'est plus rentable vraiment? Parce que moi je l'ai dit au début, mais on peut étayer. Tout le monde dit c'est plus rentable, mais en pratique. Il y a des études qui ont été faites qui le prouvent, c'est très clair. Si vous prenez les études réalisées par France Invest, sur une période de 10 ans en France, le capital investissement a surperformé l'ensemble des autres actifs. Alors là, on ne voit pas quels sont les autres actifs, mais vous voyez, les 13,3%, c'est la performance du capital investissement en France sur une période de 10 ans. Elle a superformé les marchés actions, l'immobilier, etc. Les obligations. Tous les autres types d'actifs financiers ont été superformés par cette classe d'actifs. Et au niveau mondial, il y a une étude qui fait foi, c'est celle de Cambridge Associates, et qui là également démontre la même chose sur une période de 10 ans. Vous voyez que entre les actions monde et en vert plus foncé, la performance du segment growth et buyout du private equity, il y a quasiment 800 points de base de différence. C'est quasiment 2 fois la performance de ce que a réalisé sur cette période-là les marchés actions. Et sur 15 ans, c'est la même chose. En jaune, vous avez les actions mondiales, en vert bien foncé, les 15%, le private equity sur le segment growth et buyout, et vous avez la même chose sur une période de 20 ans. Donc c'est vraiment une classe d'actifs qui, sur long terme, surperformance les autres classes actives. C'est la rémunération de la prime de ce que Patrick a appelé la prime d'illiquidité. Alors, vous pourriez nous dire, oui, mais c'est pas tous les ans pareil. Alors, c'est sûr que, par exemple, c'était plus dur en 2005 qu'en 2006, juste avant la grande crise financière. C'était plus dur, mais ils s'en sont quand même sortis honorablement. Donc, ils n'ont pas fait forcément les 16%, mais ils ont réussi à rendre l'argent correctement aux investisseurs. Ça dépend des fonds, mais globalement, ils s'en sont bien sortis. Donc, même dans les mauvais millésimes, les sociétés de gestion s'en sortent à peu près, en tout cas les meilleures. Et d'ailleurs, les études qu'on vient de voir, il y a une partie qui prend en compte toute la période du Covid. Et là, on est sur des moyennes. Et là, on est sur des moyennes, effectivement. Alors, il faut quand même faire très attention parce qu'il y a des grands écarts de performance entre les gérants du private equity. C'est-à-dire que dans le segment du growth et du buyout, on va avoir des très gros écarts entre différents gérants. Et c'est ce que montre d'ailleurs le graphe que vous avez. Donc sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, on constate que ce qu'on appelle en private equity le premier quartile en fait représente les 25% des gérants les plus performants de ce segment. Ces 25% de gérants superforment leur pair de quasiment
donc il y a quasiment 8% de différence de performance pour des gérants qui investissent exactement dans le même segment du private equity. Donc c'est intéressant. Et ça se vérifie sur 10 ans, ça se vérifie sur 15 ans, ça se vérifie sur 20 ans. Et nous, on est très prudents parce que là, on est sur des moyennes, mais on a connu, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période, quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, il a créé la loi, il a fait voter la loi TEPA qui donnait des avantages fiscaux quand on investissait dans du private equity pour des entreprises technologiques. Nos clients ont investi là-dedans, mais bon, globalement, on a été un peu déçus des performances, hein, et on s'aperçoit quand même alors il y avait des frais qui étaient élevés, mais il y avait aussi des gérants qui n'étaient pas toujours très très talentueux. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même, dans ces métiers-là, il y a une prime au leader, il y a une prime à la star, il y a une prime au talent. Donc il faut, et le problème, c'est que le leader et celui qui a le talent, c'est souvent celui qui est le moins accessible à la clientèle de particuliers. Donc, ce qu'on va essayer de faire pour le reste du webinaire, c'est d'essayer de vous orienter vers les fonds où on a accès au premier quartile. Alors, expliquez-nous un peu mieux comment on peut faire pour investir en private equity. Effectivement, dans le domaine du private equity, vous avez différents types de fonds, donc il y a différents types de véhicules. Il y a des fonds qui sont réservés uniquement aux professionnels de l'investissement. Donc c'est ce qu'on appelle les clients institutionnels. C'est généralement, ça peut être des compagnies d'assurance, des hedge funds, des family office, avec des tickets d'entrée qui sont considérables, de 20 à 25 millions d'euros minimum. Il y a des fonds qui sont ouverts aux investisseurs professionnels, particuliers. Je vais vous épargner la signification de ce que dit la taxonomie française, mais ce qu'il faut retenir en pratique pour cette partie-là, c'est que généralement, pour schématiquement avoir la qualité d'investisseur professionnel, il faut être capable de mettre au moins 100 000 euros pour un investissement. C'est pour ça que vous verrez que dans l'offre qu'on présente, il y a pas mal de fonds qui sont supérieurs à 100 000 euros parce que ils correspondent à ils permettent d'accéder à cette qualification d'investisseur professionnel. Et après, il y a les autres. Après, il y a les autres, donc les autres fonds qui sont ouverts à l'ensemble des investisseurs retail, où les tickets d'entrée sont beaucoup plus abordables, 10, 15, 20. Alors, on en reparlera tout à l'heure. La réglementation, elle a changé l'an dernier, européenne, la réglementation européenne avec ce qu'on appelle des LTIF. Donc, c'est des fonds qui sont vraiment destinés aux particuliers. Et bon, les LTIF, ça existe depuis une dizaine d'années. Mais là, la réglementation a été considérablement assouplie et c'est beaucoup plus facile pour vous d'y accéder. Alors, après, on a vu un petit peu ce qu'on entendait par investisseur institutionnel, professionnel, particulier. Quels sont les véhicules qui sont destinés à ces clients-là? Alors, on rencontre généralement 4 types de véhicules. Il y a le premier, donc, qui est le fonds opérationnel. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais plutôt m'attarder sur les 3 autres qui sont les plus courants. Donc, vous avez le fonds de fonds. Le fonds de fonds, comme l'indique le nom, en fait, c'est un fonds qui va aller investir dans un panier d'autres fonds. Voilà. C'est très simple. On a par exemple un partenaire, pour donner un exemple concret, qui donc propose un fonds de fonds à la clientèle d'investisseurs privés. Et donc, la stratégie est d'aller sélectionner par millésime les 5 ou 7 meilleurs fonds, donc ce que j'ai appelé tout à l'heure le premier quartile, et donc de le proposer à la clientèle privée. Donc ça, ce sont les fonds de fonds. Juste pour bien comprendre pourquoi on crée des fonds de fonds. C'est parce que si vous voulez avoir accès aux fonds du premier quartile, les fonds du premier quartile, eux, ils travaillent qu'avec des investisseurs institutionnels, avec des assureurs, et donc ils vont vous demander 20 millions, et les 20 millions, vous ne les avez pas. Donc le fonds de fonds, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mutualiser l'argent de tous les clients particuliers, et donc il le mutualise pour investir dans plusieurs fonds. Et ces fonds, ils font partie on espère qu'ils vont faire partie du premier quartile. Voilà pourquoi on crée des fonds de fonds. Nous, on aime bien ce type de véhicule, donc parce que votre argent, il est quand même mutualisé. On verra les autres formes tout à l'heure, mais votre argent, il est moins mutualisé. Donc, le fonds de fonds, c'est ce qui vous permet d'avoir accès
à l'offre la plus diversifiée. Il faut comprendre quand même, et c'est pour ça qu'on aime bien le Tarok, dont on reparlera tout à l'heure, c'est parce que c'est compliqué pour une société qui gère des fonds de fonds d'accéder à ces fonds du premier quartile, parce que les fonds du premier quartile, ils vont dire, moi, mais tu me dis que tu es capable de me donner 25 millions d'euros pour participer à mon fonds, mais l'argent, il est où? Et donc là, il faut trouver une société de gestion qui est capable de garantir qu'elle apportera les 25 millions au fond. Et quand il y a 6 fonds dans un fonds de fonds, ça veut dire qu'il faut mettre 6 fois, garantir 6 fois 25 millions. Ben, tous les sociétés de gestion n'ont pas ces moyens-là. Et Altaroc a ces moyens-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et que c'est compliqué à trouver des bons fonds de fonds. Exact. Alors, le feeder. Le feeder. Alors, le feeder, c'est une autre variante. Donc là, on a un fonds nourricier. Je ne sais pas si ça serait juste de dire, c'est un espèce de fonds subsidiaire qui est créé, qui va aller collecter l'argent d'investisseurs privés et qui, par la suite, va prendre cet argent collecté pour l'investir dans un autre fonds, le fonds maître, qui, lui, est réservé uniquement à la clientèle institutionnelle. Et le co-investissement, c'est un peu la même chose. Et le co-investissement, c'est un peu la même chose. Ça, c'est un autre segment, un autre type de véhicule qui aujourd'hui a beaucoup enfin, qui a vu sa cote augmenter. Contrairement, par exemple, au fonds classique, l'avantage du co-investissement, c'est que sa période de déploiement de fonds est généralement beaucoup plus courte. Il faut compter environ 36 mois, comparé à un fonds de fonds où on sera sur une période de 60 à 84 mois. Et ça permet c'est important parce que ça permet d'atténuer la courbe, voilà, l'effet de la courbe en J. Et donc la différence, vous voyez, dans les 4 formes d'investissement, il faut bien distinguer le fonds opérationnel. Dans le fonds opérationnel, vous investissez avec la société de gestion dans un fonds qu'elle gère directement. Donc si vous investissez, je ne sais pas, dans Euraseo, par exemple, qui est une société de gestion opérationnelle, elle va ouvrir un fonds, elle vous permettra d'y participer dans un FCPR et c'est Euraseo qui gérera. Quand vous travaillez avec Altaroc en fonds de fonds ou avec Private Corner, qui est une société qui est spécialisée dans les feeders, ou avec Schroeder qui fait des co-investissements, là, vous travaillez pas directement, votre argent, il n'est pas directement investi dans la société qui va être active au niveau du private equity, c'est dans la société qui va confier les fonds aux sociétés de gestion actives. Mais c'est la contrepartie pour avoir accès aux meilleurs. Voilà. D'ailleurs, pour ajouter un simple mot, on peut retrouver des fonds où on peut avoir une espèce de la présence de ces deux types de stratégies au sein d'un même fonds. Patrick évoquait Altaroc. Altaroc, pour chaque millésime levé, il y a une partie des capitaux engagés qui sont utilisés dans du co-investissement. Ils vont dire, par exemple, 80% sera investi, va s'aligner totalement sur la stratégie des fonds sous-jacents qui ont été sélectionnés, et 20% va être complètement dédié à du co-investissement aux côtés de ces mêmes fonds. Voilà, on vient de passer un peu plus vite sur les modalités de gestion, non? Oui, les modalités de gestion, très simple. Il y a 3 façons de faire. Soit c'est une souscription en direct, ce qu'on appelle le nominatif pur. Donc, vous êtes dans les livres de la société de gestion. Vos fonds sont déposés auprès de la banque dépositaire de la société de gestion. Donc, ça, c'est plutôt simple. L'autre façon de le faire, c'est via un compte titre que vous possédez. Donc, c'est du nominatif administré. Sinon, ce serait de l'assurance vie classique. Et nous, on aime bien surtout quand c'est fait via un contrat d'assurance vie luxembourgeois au travers d'un véhicule qui s'appelle le FIAS. La différence entre les deux, c'est que dans l'assurance vie classique, notamment en France, enfin surtout en France, il faut il y a 2 conditions. Il faut d'une part que l'assureur ait agréé le fonds de capital de private equity dans lequel vous souhaitez investir. Il n'y en a pas beaucoup, hein, et comme c'est eux qui assurent la liquidité derrière, ils font attention. Donc, vous n'avez pas trop le choix, mais bon, ça existe quand même. Et puis ensuite, la deuxième condition, c'est qu'il faut que l'assureur, il accepte des Français qui résident à l'étranger. Et donc, la conjonction des deux fait que c'est pas toujours simple. Mais ça existe, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, tandis dans le FAS, on est un peu plus souple, mais il faut plus de souple. Exactement. Bon, les frais, évidemment, qu'il y a des frais à payer en tout cas. Déjà, la société de gestion elle-même, elle doit faire face à un certain nombre de frais lors de sa création, les frais d'établissement, elle fait travailler des avocats, les frais qui sont liés aux investissements. Donc,
les études de marché, tout le process de due diligence, aller chercher les entreprises qui vont être achetées, etc., les intermédiaires qui vont aider à mettre en place ces opérations. Tout ce monde-là doit être rémunéré. En plus de cela, il faut rajouter des honoraires de gestion. Donc, en gros, il faut compter entre 1 et 3% de frais de gestion annuels que va percevoir la société de gestion pour rémunérer ses équipes. En fait, donc le fonds, en fait, il paye deux types de frais. Les premiers, c'est les frais pour qu'il fasse son business. Et le deuxième, c'est les frais pour qu'il rémunère la société de gestion pour qu'elle suive la participation. Tout à fait. Et ensuite, il y a le fameux carry interest qui est prélevé par la société de gestion, qu'a expliqué longuement Patrick, qui représente généralement 20% de l'actif net réalisé des sociétés vendues. Donc, par contre, les managers stars qui travaillent dans la société de gestion et qui s'occupent du fonds, eux, ils sont payés par la société de gestion avec les 1 à 3% d'honoraires dont on a parlé précédemment. Alors là, la fiscalité, c'est un point sensible, surtout pour les Français de l'étranger. Oui, c'est un point sensible. Ce qu'il faut déjà garder en tête, c'est que les Français de l'étranger ne subissent pas toute la partie CSG et CRDS, donc les prélèvements sociaux, les 17.2, sur les gains et revenus mobiliers. Donc ça, c'est déjà une charge en moins. Ensuite, il va falloir distinguer les plus-values des dividendes. Sur les plus-values, il n'y a pas de retenue à la source en France, compte tenu de la convention fiscale qui existe entre la France et votre pays de résidence. Donc la fiscalité qui va s'appliquer, c'est où vous vous trouvez. Pour, par exemple, nos clients qui sont au Maroc, c'est l'imposition du pays d'origine, enfin du pays de résidence, le Maroc, qui va s'appliquer. En revanche, sur les dividendes, il y a une retenue à la source de 12,8 qui est prise par la France et qui va constituer un crédit d'impôt dans votre pays de résidence. Mais ça, en fait, c'est pas opérant sur le private equity parce qu'en général, il n'y a pas de dividendes. Parce que la philosophie, c'est on l'a mis pour mémoire, pour ne pas les oublier, mais normalement, on n'a pas d'impôt sur les revenus, on a des impôts que sur les gains en capital. Exactement. Alors, il y a quand même quelques risques. Il y a quand même quelques risques. Le risque de liquidité, Patrick l'a dit, les fonds sont bloqués pendant une période, une longue période qui peut aller jusqu'à 10 ans, voire un peu plus. Donc, il faut en tenir compte. Un risque de perte en capital. C'est vrai qu'il s'agit du non-coté, nous ne sommes pas sur les marchés financiers. C'est des paris qui sont faits sur des sociétés, des paris qui peuvent marcher ou ne pas marcher. Donc, il y a un risque réel en perte de perte en capital. Le risque de performance, que les performances réelles ne soient pas au niveau des performances qui ont été annoncées. Et là-dessus, nous, on essaie de faire effectivement cet effort d'aller chercher des gérants qui ont une vraie antériorité, qui ont délivré de la performance dans le passé, mais voilà, ça ne garantit pas que... Pour montrer qu'on n'est pas infaillible, on avait conseillé à nos clients d'investir dans un fonds immobilier qui est géré par certainement l'une des meilleures sociétés de gestion en Europe, qui s'appelle LBO France, qui est très connue, qui avait fait par exemple l'opération Nexity dans les années 90. Et ils ont fait ça, ils ont lancé ça juste avant le Covid. Des immeubles de bureaux ou de la para-hôtellerie, bon, c'est un peu compliqué, donc ils feront pas les 15 ou 20% qu'ils souhaitaient faire, ils vont faire une performance positive, mais elle sera pas aussi élevée que ce qu'on espérait à l'origine, et après ça, c'est des aléas. Le Covid, ça a beaucoup impacté l'immobilier de bureau. Effectivement. Et ce qui nous amène au quatrième sujet, qui est le risque qui est lié au cycle économique. Exactement, des cycles économiques, et ça, là, Patrick vient de l'évoquer indirectement, quand il disait par exemple qu'on était dans une période où la revente des entreprises était un peu plus difficile, etc. Donc, ça a un impact effectivement sur la valorisation des entreprises. Voilà, donc Steph, il vous a présenté de manière beaucoup plus précise que moi ce qu'était le private equity, comment on faisait pour investir dedans, quelle était la fiscalité, les risques. On va essayer de vous présenter maintenant l'offre qui existe aujourd'hui. Alors, on est le 14 janvier, donc l'offre, elle a beaucoup plus comme les fonds, ils ont des périodes de collecte qui sont souvent calendaires.
Et donc, comme on vient d'entamer la nouvelle année, ben, l'offre existante au 31/12/2024 a été largement renouvelée. On a fait un petit travail pour essayer d'identifier ce qui existe aujourd'hui, ce dans quoi vous pouvez investir. Et on a essayé de distinguer euh, en fonction du canal de distribution, est-ce que je peux investir en direct, est-ce que je dois investir en assurance vie, et aussi en fonction du montant, quel montant j'ai de disponible pour pouvoir investir en private equity. Donc il y a des montants, on en a parlé tout à l'heure, souvent c'est 100 000 euros, des fois c'est plus, mais on peut aussi investir à partir de 10 000 euros. Donc voilà un petit peu, on a distingué le private equity, le secondaire et la dette privée, qui sont les classes d'actifs qui nous paraissent les plus intéressantes à aujourd'hui. Alors, déroulons un petit peu et rapidement l'offre qu'on a identifiée et qu'on a sélectionnée en private equity, donc dans du non-coté entreprise. L'offre qui nous paraît la plus intéressante aujourd'hui, c'est une offre qui est commercialisée par Opal Capital, avec un fonds qui s'appelle Opal Capital Strategies Growth Buyout. Donc, comme le nom du fonds l'indique, vous allez pouvoir investir à la fois sur des sociétés qui sont en croissance ou celles qui font l'objet d'une opération de LBO. C'est une typologie de fonds, comme celle qu'on avait évoquée tout à l'heure pour Altaroc. Donc là, vous allez investir dans 4 fonds qui sont relativement connus. Octrui, on en a parlé tout à l'heure, on a montré la photo du patron de Octrui, qui est connu en retournement, mais qui est très bon aussi en LBO. Marlin, c'est pareil, ils sont assez connus. Donc vous avez accès à 4 sociétés de gestion qui vont exercer leur activité, qui vont développer leurs investissements sur les secteurs de la santé, du numérique, de la sécurité, de la décarbonation. C'est des secteurs qu'on retrouve souvent parce que c'est ceux qui sont le plus à la mode et qui rapportent le plus. Et donc, c'est le seul fonds diversifié accessible en direct qu'on a trouvé aujourd'hui et qui nous paraît sexy. Il est disponible jusqu'au 1er juin, donc vous avez un petit peu de temps pour vous retourner. Opal Capital, c'est une filiale de la société Tikeo, qui est une société qui est financière, qui est cotée sur le marché en bourse et qui connaît un succès important. On a identifié un deuxième fonds un peu plus, on va dire un peu plus de niche. C'est un fonds de type feeder, là où vous allez investir uniquement dans un fonds qui est géré par Mérieux Equity Partners. Donc là, vous avez un portefeuille qui est moins diversifié. Vous êtes surtout sur la santé ou tout ce qui tourne autour de la santé. Et là, vous êtes sur des sociétés de croissance qui ont besoin de capitaux pour se développer. Donc toujours en direct, toujours à partir de 100 000 euros. C'est une alternative si vous ne souhaitez pas trop diversifier votre patrimoine et prendre plus de risques. Après, il y a une troisième offre qu'on aimait bien. On avait fait un webinaire spécial avec l'équipe d'Altaroc au mois d'octobre. C'est une société, c'est une société de gestion qu'on accompagne depuis 3 ans. Simplement, depuis le mois d'octobre, ils ont un petit peu changé leur politique et c'est très compliqué maintenant de pouvoir souscrire au fonds Altaroc en direct. Il faut passer par l'assurance vie au Luxembourg. Et l'assurance vie au Luxembourg, ça génère quelques contraintes supplémentaires. Donc le fonds Altaroc 2024, il est toujours aussi bien. Vous avez 4 sociétés de gestion qui sont top. Thomas Bravo, Bridgepoint, Vitruvian et Summit Partners, c'est le top du top. C'est un peu la même philosophie d'investissement que Opal Capital. C'est de la croissance et du LBO. C'est des secteurs qui sont diversifiés. C'est beaucoup plus mondial que Opal Capital. Mais par contre, il faut passer par l'assurance vie luxembourgeoise. Et l'assurance vie luxembourgeoise, le montant, il est toujours de 100 000 euros. Mais par contre, dans le contrat d'assurance vie, il faut que vous ayez une épargne financière pour schématiser d'au moins 1 million d'euros. Qu'elle soit investie dans le contrat ou pas, il faut que vous ayez 1 million d'euros, sinon on ne peut pas discuter. Donc ça complique un peu les choses. C'est ça, donc. Oui, c'est ça. Et si on fait appel à une société de gestion pour avoir un fil, c'est jouable ou pas, non? Oui. Là, combien il faut mettre au minimum là, il faut mettre au moins 500 000 euros. Voilà. Ouais. Donc,
À 500 000 euros, on peut trouver des solutions. Le plus simple, c'est d'avoir 1 million, ça coûte un peu moins cher. Mais à 500 000 euros, vous trouverez une solution. Mais 500 000 euros d'épargne, il faut les avoir. C'est plus compliqué que 100 000. Alors, donc je m'aperçois que j'ai répété 2 fois le même fond. C'est pas grave. La dernière solution qu'on vous propose, celle-là, c'est pour des montants un peu plus limités. Et donc là, on a identifié un feeder. Donc vous allez avoir accès avec ce feeder à une des meilleures sociétés de gestion de private equity en France, hein, ou même en Europe, qui s'appelle Ardian, qui est très connue. Vous allez faire des co-investissements avec Ardian dans tous les secteurs. C'est un fonds qui est evergreen, donc ça veut dire qu'il s'arrête jamais. Celui-là, il n'y a pas de date limite. Vous rentrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. C'est l'assureur qui assure la liquidité. Faut pas se voiler la face. La contrepartie, c'est que vous gagnerez pas 20 ou 25% par an. Vous pouvez viser entre 7 et 12%. Mais vous avez la garantie que l'assureur il vous fera la liquidité quand vous avez besoin. Donc il n'y a pas de prime. Là, vous n'avez pas de liquidité. Et par contre, il faut que vous trouviez un assureur qui accepte les Français qui résident pas en France. Et donc nous, on a une solution. C'est pour ça qu'on vous a noté ce fonds-là, une solution avec un contrat d'assurance vie moderne qui vous permet d'accéder à ce fonds de private equity pour un montant qui est relativement modique. Donc le private equity, c'est les non-cotés entreprises, mais on a quelques autres solutions à vous proposer. Des solutions de dette privée aussi. Dette privée, on vous en propose deux, comme un peu ce même schéma que précédemment, avec un investissement en direct à 100 000 euros en dette privée. Donc là, il y a la société Private Corner qui a créé un mini fonds de fonds qui regroupe deux fonds gérés par Arcmont et CVC, qui sont des sociétés de gestion très connues. CVC, c'est la société de gestion qui a investi dans la Ligue 1 de football en France et qui a investi aussi en Italie. Donc ils ont créé un fonds. Donc ce sont deux spécialistes de dette privée. On peut, grâce à ce fonds-là, avoir accès à un FPCI qui s'appelle Global Private Debt Strategies. Vous avez jusqu'au 30 août pour vous positionner. Vous aurez peut-être un peu moins de rentabilité que sur les fonds en capital, en tout cas de rentabilité espérée, mais normalement c'est plus sûr. Donc un peu moins de volatilité, un peu moins de performance, mais donc un peu moins de risque. Et puis il y a un fonds qu'on aime bien, nous, en private et en dette privée, c'est un fonds que tous nos clients, qu'on a conseillé à tous nos clients qui souhaitent avoir un risque modéré mais de la performance. C'est un fonds qui s'appelle Euraseo Private Value Europe. Il est aussi disponible, on peut y avoir accès en direct hein, si vous le souhaitez, mais pour ça il faut un compte bancaire en France. C'est une condition qui est imposée par Euraseo. Sinon, en assurance vie, il y a des solutions aussi avec les mêmes avantages que tout à l'heure. Donc vous rentrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez, et vous avez de la perf, hein, parce que le fonds, il existe depuis début 2000 et il fait 7-8% par an. Et il a quand même passé une période en 2022 où il y avait des très fortes tensions sur les taux d'intérêt. Le fonds, lui, il a fait 8%. Hein. Donc, la particularité de Raseo, de EPVE3, c'est qu'il mélange de la dette privée avec un peu de private equity pour doper la performance. Et donc, vous avez schématiquement 2 tiers de dette privée, 1 tiers de private equity. Donc, il est un peu moins pur que le fonds précédent. Bon, pour conclure, on avait plein d'autres idées, hein, mais bon, l'offre, elle va s'enrichir au fur et à mesure que l'année va passer. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le secondaire, c'était une stratégie intéressante parce que le marché, il s'est pas encore complètement dégrippé. Donc, faut pas trop tarder parce que on anticipe quand même des marchés, le marché du M&A, de la fusion-acquisition beaucoup plus dynamique en 2025. Donc, il faut se positionner. Et il y a des opportunités. Et nous, on a sélectionné pareil, sous forme de feeder, un fonds géré par Partners Group et qui vous permet d'accéder à cette fameuse stratégie du secondaire que je vous ai décrite tout à l'heure. Donc, les fonds, ils sont collectés jusqu'au mois de septembre. C'est l'avantage du secondaire, j'ai pas trop dit ça tout à l'heure, mais c'est que vous récupérez votre argent plus vite puisqu'il se positionne après que l'investissement a été engagé. Donc, comme l'investissement, il a toujours la même durée, même s'il est en secondaire, du coup, la durée de portage, elle est moins élevée et votre argent, vous le récupérez plus vite.
Voilà l'offre qu'on voulait vous présenter. Il y en avait un peu plus au mois de décembre, mais il y en aura un peu plus au mois de juin. Mais là, vous avez quand même de quoi vous positionner sur des véhicules qui sont tout à fait compétitifs et qui devraient pouvoir rémunérer votre épargne beaucoup mieux que le livret, que le livret de la caisse d'épargne. Alors, ben, j'avais oublié, mais j'avais en plus sélectionné deux fonds de deux infrastructures. Vous avez dit que c'était tout à fait une stratégie qui était à la mode. Donc, on en a sélectionné un sous forme pareil de feeder. Donc, vous investissez dans un seul fonds au travers d'une structure de mutualisation. Et ce fonds, il est géré par la société EQT. Ça, c'est une société de private equity suédoise qui est détenue notamment par la famille Wallenberg, qui est très connue en private equity, et il se spécialise sur ce qu'on appelle le brownfield. Le brownfield, ça veut dire que ils vont pas aller chercher des infrastructures en construction ou naissantes, mais ils vont essayer de se positionner sur des infrastructures déjà développées sur lesquelles il y a moins de risques. Moins de risques, un peu moins de rémunération, mais c'est plus sécurisant pour votre épargne. Donc voilà, ils investissent sur quatre secteurs et là, il n'y a pas de date limite de collecte des fonds parce qu'ils attendent d'avoir atteint leur cycle de collecte pour fermer. Et dernière solution qu'on vous propose en infrastructure, je vous garantis là qu'on n'a plus d'offres. Après, on vous a tout mis. Donc c'est une offre qui est développée en assurance vie, toujours sur le même contrat que celui que je vous ai parlé pour les deux précédents fonds. Donc là, c'est une société qui s'appelle Mirova, qui a créé un fonds qui est spécialisé sur l'infrastructure et plus généralement sur les investissements environnementaux. Mirova, c'est une filiale de Natixis. Et comme tout à l'heure, c'est des fonds evergreen, vous rentrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez, et en plus, vous faites de l'investissement ISR. Donc voilà un petit peu l'offre qui est disponible aujourd'hui. Bon, maintenant, moi j'ai beaucoup parlé, je vais laisser Steph conclure le webinaire avant qu'on réponde aux questions qui sont posées. Ouais. Et pour conclure le webinaire, on va vous dire quelques mots de notre cabinet pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, le cabinet, il existe depuis 40 ans. On est spécialisé dans le conseil aux familles, aux professions libérales et aux chefs d'entreprise. Le cabinet est composé d'une douzaine de professionnels. Patrick et moi avons un background dans le domaine bancaire et Patrick l'a dit également. Il a dirigé un fonds de retournement avant de débuter l'aventure Mogo Patrimoine. Aujourd'hui, Mogo Patrimoine, c'est un peu plus de 2000 clients. On gère un peu plus de 300 millions d'euros. Le pôle international que je gère moi représente 50 millions au total. Ça marchait plus, mais ça va refonctionner. Donc voilà, Patrick, je l'ai un peu dit, expérience dans la banque, le private equity, moi-même également dans la banque en France et à l'étranger, notamment au Luxembourg, et dans le private equity. On a également une personne qui s'occupe de la partie assurance et prévoyance, donc assurance santé prévoyance, pour tous les Français de l'étranger. Donc ça, n'hésitez pas à contacter ma collègue Aline Souza si vous avez des besoins dans ce sens. On s'adresse à nos clients. Je ne sais pas si on est des clients du Portugal, mais on a également une présence au Portugal où il y a quelqu'un sur place qui peut rencontrer les clients qui seraient intéressés. Nous sommes, au moment où on vous parle ce soir, donc nous sommes au siège à Paris. On est situé sur l'avenue de la Grande Armée. Si vous connaissez bien Paris, on est juste en face de la sortie du métro Argentine. C'est vraiment au milieu entre Porte-Maillot et l'Arc de Triomphe. On a une présence dans le sud de la France également. Et moi, je vais régulièrement voir mes clients, en tout cas quand c'est possible, mes clients en Afrique, notamment pour ceux qui sont au Maroc, assez régulièrement. D'ailleurs, je vais m'y rendre dans les prochaines semaines. Voilà, donc alors, vraie présence sur le terrain. Nous, ce qu'on voudrait vous dire ce soir, c'est que quand on vous parle d'immobilier, de private equity,
d'assurance vie, Steph et moi, on est expérimentés, on connaît, on a été opérationnel de ces métiers-là. Et la deuxième chose qui est importante que vous sachiez quand on travaille avec les Français de l'étranger, c'est que c'est vraiment compliqué parce que, vous voyez, on travaillait avec Altaroc, on a fait une conférence avec Altaroc au Maroc euh, au mois de février de l'an dernier, dans un grand hôtel au bord de la mer, à Casablanca. Et au mois d'octobre, c'est bon, au mois de décembre, Altaroc nous a dit que finalement, ils avaient changé de politique pour une raison ou pour une autre, et qu'ils ne pouvaient travailler avec des Français de l'étranger qu'au travers de l'assurance vie luxembourgeoise, avec les contraintes qu'on a vues tout à l'heure. Je dis ça pourquoi? Ça veut dire qu'en permanence, il faut qu'on aille pister les assureurs, les sociétés de gestion de private equity, les SCPI aussi, où on a le même type de problématique, pour savoir s'il n'y a pas de nouvelles contraintes qui sont créées avec les Français qui résident à l'étranger. Et ça rejoint une question qui nous a été posée, qui dit, moi j'ai essayé de souscrire des contrats d'assurance vie, et en étant Français de l'étranger, on me ferme systématiquement la porte au nez. Ben, rassurez-vous, nous aussi on nous l'a fermé, il y a des solutions, il n'y en a pas beaucoup, et elles dépendent des pays. Donc, évidemment, c'est plus compliqué quand on est résident dans un pays africain ou dans un pays d'Amérique latine que dans un pays de l'Union européenne. Donc, encore que, on peut en reparler, mais globalement, c'est quand même plus compliqué parce que les assureurs ou les sociétés de gestion de private equity ou de SCPI, elles ont des contraintes en termes de conformité vis-à-vis de leurs autorités de tutelle qui fait qu'elles n'ont pas forcément envie d'engager les investissements nécessaires à cette conformité pour les pays où elles n'auraient pas assez d'activité. Et donc, du coup, ben, quand ça les intéresse plus, quand ça les gave, elles ferment. Et par exemple, moi, quand on a commencé à travailler avec les Français qui résidaient en Afrique, notre principal assureur, c'était Generali au Luxembourg. Mais Generali au Luxembourg, il ne veut plus travailler en Afrique. Donc, il faut trouver d'autres solutions. On a aussi trouvé ces solutions-là. Donc, ça veut dire que même au Luxembourg, c'est pas plus simple. Il faut trouver la compagnie d'assurance. Alors, c'est plus souple quand on a trouvé la bonne compagnie. On peut mettre à peu près ce qu'on veut dans le contrat d'assurance vie si on a les sous. Mais il faut trouver la compagnie qui vous accepte. Vous voyez, par exemple, Lombard qui accepte les Français, par exemple, au Maroc, les accepte, mais avec des conditions différentes. Donc, il vous vaut plus d'argent pour accéder chez Lombard quand vous êtes résident au Maroc que si vous étiez résident en Espagne, par exemple. Et non seulement c'est variable, mais en plus, c'est variable en fonction des pays, mais c'est variable en fonction du temps aussi. Donc, la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Donc là, ce qu'on vous a proposé ce soir, c'est des solutions qu'on a checkées, qu'on fait, et qui pour l'instant fonctionnent. Voilà. Donc, pour répondre plus précisément à la question, oui, les trois solutions de private equity qu'on vous a proposées en assurance vie, elles sont globalement disponibles au travers d'un contrat d'assurance vie, Selentia, mais qui dépend du pays dans lequel il peut y avoir des exceptions liées au pays, mais globalement, ils sont assez souples. Mais ça peut arriver qu'ils disent non. Voilà. Et c'est pas forcément lié au fait que le pays il est dans la zone grise GAFI ou pas. Ça, c'est pas un avantage d'être dans la zone grise GAFI, mais c'est pas non plus un obstacle insurmontable. Voilà. S'il y a d'autres Steph, on avait prévu donc de conclure à peu près dans ces horaires-là. Il y a encore pas mal de monde qui sont présents. Si vous avez des questions à poser, ben posez-les, hein, c'est le moment. Sinon, non mais j'ai répondu. Et sinon, ben écoutez, donc je guette le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On verra pas. Peut-être juste un point je me rends compte qu'on n'a pas mis, c'est que tout ce qu'on vous a dit, on a tous les agréments
pour pouvoir conseiller nos clients. Donc, on est régulé sur nos métiers d'investissement, enfin de conseil en investissement par l'autorité des marchés financiers, sur la partie assurance également, donc c'est de la CPR. Si on conseille à nos clients de l'immobilier, là également, on est détenteur de la carte T. Donc voilà, nous sommes totalement outillés pour pouvoir conseiller nos clients basés en France ou à l'étranger. Voilà, bon, Steph, je crois qu'on en a terminé. Ouais, Il n'y a pas d'autres questions. Bah, écoutez, on espère vous avoir intéressé, vous avoir convaincu. On est à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions que vous souhaitez après la réunion. Vous avez nos coordonnées. On vous enverra la copie des slides qu'on vous a projetés et on vous enverra le replay du webinaire. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne fin de journée pour ceux pour les qui sont en cours qui sont encore dans l'après-midi et je vous dis peut-être à très bientôt. Notre prochain webinaire c'est au début du mois de février et il aura pour thème la problématique de la transmission. Voilà, merci. merci. Allez, à bientôt, au revoir et merci Steph.